L'histoire de la Russie et de l'URSS et de ses grands personnages avec Vladimir Fedorovski qu'on retrouve chaque dimanche matin sur Radio J. Bonjour Vladimir. Bonjour. Vous êtes écrivain, ancien diplomate russo-ukrainien. Votre dernier ouvrage, Napoléon face à la Russie, aux éditions Ballant. Et aujourd'hui, avec vous, Vladimir Fedorovski, puisqu'on balaye l'histoire de la Russie et de ses grands personnages, on parle d'Élisabeth, la plus francophile des tsarines. Qu'est-ce qui attire Élisabeth par rapport à la France ? Élisabeth, c'est la fille de Pierre le Grand. Elle a régné là-bas entre 1741 jusqu'à 1762. C'était le siècle des tsarines. Je vous rends hommage à Eva. Vous êtes la tsarine pour moi, la tsarine de Radio de radio. Mais le siècle était charmant. Je vous dis, je vous fais plaisir dimanche matin avec les voyages. Mais il y avait 5 femmes qui ont régné en Russie. Vous imaginez, c'est le féminisme avant l'heure. Dans quel autre pays 5 femmes? En 18e siècle, les grandes tsarines, je vous ai raconté cette petite servante qui a hérité l'héritier de Pierre le Grand, sa deuxième femme, puis sa fille. Je vous raconte ça aujourd'hui, et puis deux Anne, et puis Catherine II qui mérite d'être racontée. Mais j'ai une grande faiblesse pour cette tsarine. Il y a 2 raisons. Élisabeth. La première, je vous ai mentionné dimanche dernier, cette ville extraordinaire, inoubliable, Saint-Pétersbourg. On dit Venise du Nord, c'est plus que la Venise du Nord, c'est un cas unique. Et tout le monde dit que c'est Pierre le Grand qui a fondé cette ville, et c'est devenu la capitale de l'Empire Saint-Pétersbourg en 1703, mais la ville était créée par Pierre le Grand. Tandis que la magie de cette ville pendant les Nuits Blanches a été créée par cette petite dame. Je dis petite dame, c'est pas vrai parce que sa taille c'était plus d'1,80 m, mais quand même cette grande dame Élisabeth. Et je vais vous citer quelqu'un qui est... Vous voulez dire que la passion d'Élisabeth pour la France ne se limite pas à des aspects géopolitiques, parce qu'au départ, elle s'appuie sur la France pour contrebalancer l'influence germanique quand même. Pour contrebalancer l'influence germanique, mais il y avait une attirance sentimentale. Un jour, je vais raconter comment ça s'est passé. Dans cette histoire, il y avait des passerelles personnelles. Un grand problème que nous avons aujourd'hui, que nous avons perdu des contacts. La diplomatie est presque morte aujourd'hui, tandis qu'à l'époque, il y avait des passerelles personnelles. Et parmi ces passerelles personnelles, il y avait un garçon, une sorte d'aventurier par excellence. Le livre que je vais sortir dans ce cas-là, je vais nommer ça D'Artagnan dans Saint-Pétersbourg. Il a fait quelques bêtises en France. Et puis, comme il a eu une petite formation de médecin, il est venu en Russie et il est devenu favori de Pierre le Grand. Tout d'abord, il a courtisé sa mère et après, il est entré dans le cœur de cette tsarine. Et cette tsarine, il faut dire, il s'appelait Armand de Lestock, retenez son nom. Il a fait un coup d'État pour la placer au trône de la Russie, pour chasser sa cousine qui était en place à l'époque. Seul le XVIIIe siècle garde ce genre de coup d'État. La distribution des grands vins français. Vous savez, la venue de la tsarine chez la garde impériale, coup d'État pour imposer. Le coup d'État repose aussi à l'époque au niveau de sa propagande sur des critères esthétiques, c'est ça que vous voulez dire ? Y compris sur les critères esthétiques, mais c'est facile parce que c'était une dame qui était attachée au luxe français, qui évidemment commandait toutes ses robes. C'est l'impératrice qui aime la culture et ça joue. Ah, évidemment, elle était formée, elle parlait français d'une manière extraordinaire. Et ça joue dans le fait
fait que le coup d'État soit... vous savez, une grande erreur, à mon sens, aujourd'hui, c'est de ne pas avantager cet aspect culturel. Et aujourd'hui, francophilie, moi je suis un grand francophile, j'ai reçu même un prix de francophilie pour mes œuvres, puisque je suis traduit dans le monde entier du français, s'il vous plaît. Mais je dois vous dire qu'il s'est appuyé pour ça. Et en l'occurrence, pour la tsarine, c'est pas seulement la géopolitique, mais c'est l'aspect civilisationnel et culturel qui a joué son rôle. Mais je vous dis, il y avait aussi les passerelles. La passerelle, c'était Armand de Lestock qui était son favori. Et aussi, il y avait un grand ambassadeur français que vous ne connaissez pas, Marquis de la Chatardie, qui a participé à ce coup d'État, qui ont joué leur rôle. Mais je dois vous dire, Élisabeth, elle a continué l'œuvre réformatrice de Pierre le Grand avec une certaine perspicacité. Et puis, pour nous, aujourd'hui, c'est surtout la magie qui nous a fait l'héritage de ça. Alors, que la magie de Saint-Pétersbourg, elle a choisi, par le mérite, le plus grand architecte que le monde a connu. Le monde a connu. Il s'appelait Rastrelli, il était d'origine italienne, et il a fait une transposition très bizarre. Il a pris les éléments de classicisme français, s'il vous plaît. Il a transposé ça en Russie. Après, les couleurs italiennes, vous imaginez bien le fuchsia, le jaune très prononcé sur la toile de fond de neige immaculée de la Russie et les coupoles de la Russie. Et ça crée cette ville inoubliable et ça garde. Je vous signale, pourquoi on ne peut pas interdire Tchaïkovski? Parce qu'on ne peut pas interdire l'image aussi de Saint-Pétersbourg. On ne peut pas interdire l'image de Saint-Pétersbourg, on a compris donc le critère esthétique là-dedans, mais pendant ce temps-là, comment ils vivent les Russes? Vous savez, il y a un grand problème de la Russie. La Russie, c'est un pays énormément riche, avec la même chose qu'aujourd'hui. Pourquoi je reviens à l'histoire? Parce qu'il y avait les richesses de sous-sol, mais la structure, disons, administrative de l'État, avec l'État très autoritaire traditionnellement, étouffait l'initiative privée. Et elle a essayé, c'est toujours cette contradiction qu'il faut gérer à travers l'histoire russe. Comment gérer ces espaces, énormes espaces, en 8e, 7e partie du monde à l'époque, vous comprenez, le globe terrestre, et comment, en même temps, avantager l'initiative privée. Toujours, il y avait ces choses-là. Il a trouvé deux recettes, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. La recette, c'est toujours méritocratie, mais on fait monter les gens de très haut, de très bas vers le haut. D'ailleurs, vous savez, les gens ne savent pas, mais son favori, c'était un Kazakh ukrainien, qui était un chanteur, Razumovski il s'appelait, qui était un chanteur, il était séduit par son chant géant, et c'était son favori et son mari margagnétique, monter les gens très haut et puis essayer de créer, par l'initiative privée, on peut dire aujourd'hui les groupes industriels. Elle a commencé par Ural à l'époque et elle a joué un rôle tout à fait certain. Il y avait quelque chose... Là, vous me parlez de ce qu'elle a fait. Moi, je vous demande les gens, comment ils vivaient? Mais les gens, ils vivaient... La Russie, c'est un pays de paysannerie. Et finalement, ils continuent à vivre. Le problème de la Russie à travers les époques, c'était que le servage a été aboli en Russie très, très tardivement. Je n'ai pas terminé parce qu'elle a essayé de gérer la contradiction, disons, entre l'État, mais vous revenez à la question essentielle, comment aussi gérer la population. La population qui était là. Et la population, vous comprenez, il faut comprendre que je vous posais une vraie question, comment gérer cette population. Les climats en Russie, son climat sont différents. Vous comprenez, en France, vous pouvez quand même faire plusieurs récoltes. En Russie, vous savez, vous pouvez utiliser la terre dégelée seulement pendant 3 ou 4 mois. Alors, et pour le reste des saisons, on va en parler au prochain épisode, donc dimanche prochain, avec vous Vladimir Fedorovski, l'histoire de la Russie et de l'URSS, écrivain et ancien diplomate russo-ukrainien, votre dernier ouvrage Napoléon face à la Russie aux éditions Ballant.